bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Marie-Françoise Renard, bienvenue. Vous êtes économiste et responsable de l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine. Bonsoir. À ma gauche, Yan Chen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et journaliste chinois. Et à vos côtés, enfin, François Bougon, bienvenue. Vous êtes journaliste au Monde, spécialiste de l'Asie, ancien correspondant de l'AFP à Pékin. Bienvenue à tous. Alors, Michael Stank, d'abord, quand on regarde votre documentaire, on se dit, mais est-ce la fin du Made in China? C'était l'idée de départ? C'était une des idées de départ, mais la principale idée, c'était d'après le constat qu'on avait fait sur plusieurs pays d'Asie entre 2010 et 2012 qui avaient été confrontés à des grèves massives d'ouvriers, notamment donc en Chine, au Cambodge et au Bangladesh, je m'étais demandé, et on s'était demandé avec mon caméraman, pourquoi dans ces trois pays, au même moment, sur 2 ans, il y avait une explosion de grèves d'ouvriers dans des usines, qu'elles soient locales ou que ce soit des multinationales. Donc suite à ça, on s'est dit, on va aller un petit peu enquêter dans ces trois pays et partir à la rencontre de ces ouvriers et voir quelles étaient leurs revendications et qu'est-ce qui était commun à ces ouvriers dans ces trois pays. La parole se libère aujourd'hui en Asie, en Chine notamment. Alors, en Chine, c'est un peu particulier. Oui, je pense que la parole est libérée chez les ouvriers, notamment dans la nouvelle génération, c'est-à-dire la génération des jeunes ouvriers, celle qui est née dans les années 80 et 90. Oui, la parole est assez libre. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle libre, de quoi on parle, mais en tout cas, sur ce qui est de leur quotidien en tant qu'ouvrier, la parole est très libre. À partir du moment où il n'y a pas une confrontation directe avec le gouvernement, mais une confrontation surtout avec les patrons des usines, la parole est libre. Vos réactions sur ce documentaire, Yan Chen? Je trouve que c'est un bon documentaire qui montre bien les conditions des ouvriers en Chine et dans d'autres pays, Cambodge et Bangladesh. Et je pense aussi ça montre que la mondialisation, c'est quelque chose qui prend une propension de plus en plus vite et une accélération de tous les pays qui on va les enrouler dans ces mécanismes en quelque sorte irrésistibles. Mais pour ça, je pense qu'il faut qu'on interroge, parce que ces films, pour moi, ça nous donne l'occasion, ça nous interpelle, comment interpréter ces mondialisations et comment voir qu'est-ce qu'on doit faire face à ces mouvements. Et on va y revenir. Marie-Françoise Renard, peut-être? Oui, j'ai trouvé aussi très intéressant ce documentaire. Je trouve qu'on voit bien le virage que la Chine est en train de prendre. Il y a quelque chose qui a changé depuis quelques années, disons le début 2010, 2011, 2012. Et finalement, son modèle est en train d'évoluer d'une façon assez comparable à l'évolution du modèle d'autres pays d'Asie. Et je trouve que ce documentaire pose bien les bases de ce changement et de cette nouvelle voie un peu que va prendre la Chine. Je partage un peu le sentiment de l'économiste. Moi, je ne suis pas du tout économiste, mais ce moment particulier que vit la Chine, qui a besoin de passer à un autre modèle. Le modèle sur lequel il a vécu des bas salaires, l'exploitation des ouvriers est à bout de souffle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ça a une traduction aussi politique. En fait, ça a été repris, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis les années Hu Jintao, Wen Jiabao, c'est un discours social assez important. Après, dans les faits, est-ce que ça se réalise vraiment? Ça, c'est une autre question. Alors justement, pourquoi cet éveil maintenant? Quelle a été l'évolution? Certainement, sur les 10 dernières années, il y a eu des faits marquants, beaucoup de manifestations, beaucoup de revendications. Comment on en est arrivé là, à ce tournant? Yan Chen. Je pense que sans doute Madame en face, là, qui Marie-Françoise Renard, sur l'économie est mieux placée que moi pour répondre à cette question. De mon côté, avec mon observation sur l'évolution de la société, je pense que après 20 ans, 25 ans de croissance, il y a une crise de croissance pour la Chine. Il y a surtout une crise de redistribution de ce résultat de cette croissance. En même temps, la société n'a toujours pas trouvé une voie légale de l'expression. Et donc, il y a tous ces éléments qui fait que on est arrivé à un stade, malgré les risques, on doit prendre le risque pour s'exprimer.
Oui, je crois qu'il y a un phénomène qui est assez général. C'est qu'on sait qu'en matière de commerce international, que plus les pays s'ouvrent, plus les niveaux de salaire se rapprochent. C'est-à-dire que les pays à bas coût de salaire vont voir leur salaire augmenter au fur et à mesure de leur ouverture internationale. Ça s'est passé comme ça dans tous les pays. Donc la Chine arrive à ce stade-là. Donc ça, je dirais, c'est un cas général. C'est pas spécifique à la Chine. Ce qui est plus spécifique à la Chine, c'est d'abord l'arrivée d'une nouvelle génération qui n'a pas connu les privations que leurs parents ont connues. Et puis je crois aussi un phénomène qui est très important, c'est l'urbanisation. Parce que c'est difficile de contrôler des paysans mécontents qui sont répartis sur tout le territoire, mais ils ne sont pas tellement dangereux, ils ne vont pas se regrouper. Alors que l'urbanisation, elle est dangereuse et elle a été ralentie en Chine, notamment pour ça. C'était pour pas donner trop d'avantages aux nouveaux urbains potentiels, mais c'était aussi pour éviter qu'ils se regroupent, qu'ils manifestent et qui éventuellement remettre en cause le régime. Et l'urbanisation, elle est devenue très importante en Chine, donc ça joue probablement sur les nouveaux pouvoirs que peuvent avoir des ouvriers. Et puis sans doute aussi cette façon de se réunir pour contourner le syndicat unique en Chine, puisqu'en fait il n'y a qu'un seul syndicat officiel. Michael, vous allez nous expliquer ça ? Oui, ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce que disait Madame, c'est que c'est vraiment cette nouvelle génération qui est peut-être en train de marquer un tournant, en tout cas dans les milieux ouvriers. Tout simplement parce que c'est une génération qui n'est absolument plus isolée, contrairement aux parents de ces jeunes ouvriers qui, eux, venaient chercher du travail en ville pour retourner à la campagne. En ce qui concerne ces nouveaux ouvriers, c'est plus du tout le cas. Eux, ils n'ont absolument pas envie de retourner à la campagne, ils ont envie de rester dans ces villes et donc d'être considérés comme des citoyens à part entière. Et aujourd'hui, évidemment, l'autre phénomène, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est celle des réseaux sociaux. Ces générations d'ouvriers sont constamment en réseau, constamment sur Internet, via leur smartphone, et donc peuvent quand même communiquer entre eux. Et ils savent même, pour ceux en tout cas que j'ai rencontrés, ils savent même qu'il y a une grève à l'autre bout de la ville, qu'il y a une grève dans une autre province, qu'il y a une grève dans une autre ville. Ils le savent par texto, par chat, par tout ce que les réseaux sociaux leur permettent. Alors justement, on va réécouter un des rédacteurs en chef au China Labor qui nous parle de cette nouvelle génération. Les parents de ces jeunes ouvriers voulaient absolument gagner encore de l'argent pour l'envoyer à leur famille. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération n'a pas cette obligation. Ils ont déjà une maison construite dans leur province natale, mais souvent ils n'ont pas encore d'enfants et ne sont pas encore mariés. Ils viennent travailler en ville pour vivre dans ces villes et devenir des citadins. Ils n'espèrent plus vivre comme leurs parents et veulent devenir des ouvriers, des nouveaux citoyens. Ils espèrent travailler pour profiter de la vie moderne et ça, c'est vraiment différent. Et nous accueillons Alain Denisot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes syndicaliste, président de l'association Commission Enquête Chine. Merci d'être avec nous. Alors, cette nouvelle génération, d'abord, est-ce que sa force, ce n'est pas de ne pas avoir connu le traumatisme de Tiananmen et des massacres de ces époques-là, du début des années 90 ? Moi, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, la parole s'est libérée. C'est quand on connaît un peu la Chine, et quand on connaît un peu la Chine urbaine, c'est ce qui frappe aussi et ce qui explique aussi pourquoi ces réseaux sociaux, ce qu'on appelle les Weibo, les microblogs sont aussi populaires. C'est que ça permet aussi une libération de la parole et une diffusion de la parole. C'est ce qu'on appelle en Chine la génération des Palingro, Tiolingro, c'est-à-dire des gens qui sont beaucoup plus, non pas individualistes, je dirais pas ça, mais qui sont beaucoup plus revendicatifs, qui n'ont pas peur d'assumer ce qu'ils veulent. Et ça va de pair aussi avec, sur le plan politique, une montée de plus en plus forte et une revendication même par le pouvoir politique du respect des droits, en fait. Et donc, ce sont des thématiques qui, l'une avec l'autre, expliquent aussi pourquoi on se trouve en présence de cette situation à l'heure actuelle. Mais alors, quel type de réseaux sociaux, par exemple? Parce que Facebook, typiquement, est interdit en Chine. Donc, est-ce que ce sont quand même des réseaux sociaux qui sont contrôlés? Ou comment, justement, cette parole peut-elle être libre sur ces réseaux-là? Les réseaux sociaux chinois, c'est simple, ça s'appelle ce qu'on appelle les Weibo, en fait. En français, c'est microblogs. Et c'est des réseaux c'est des sites qui ont été développés par les principaux opérateurs chinois, qui sont en l'occurrence Sina et Tencent, et qui sont technologiquement très en avance. On a toujours un peu tendance à voir en France, en Occident, l'Internet chinois comme étant uniquement une manière de copier les Américains. Et c'est faux. Je veux dire, ils ont utilisé d'une certaine manière le copier Facebook, etc. Mais ils ont développé eux-mêmes des outils qui sont très très performants. Weibo est de plus en plus un peu à la traîne à l'heure actuelle et remplacé par une petite appli qu'on appelle WeChat, qui est un peu l'équivalent pour ceux qui connaissent de WhatsApp. Mais voilà, et c'est aussi l'innovation en permanence qui est utilisée par cette nouvelle génération. Pourquoi justement ces réseaux sociaux n'ont pas eu l'impact qu'ils ont pu avoir justement dans les pays arabes, par exemple? On n'a pas assisté à un printemps
Je suis pas sûr qu'on puisse, c'est pas la technologie qui va entraîner forcément je veux dire, la révolution va pas être tweetée comme disaient certains. Je suis pas sûr qu'on puisse faire un rapprochement entre les pays arabes et la Chine. Ça serait un peu compliqué de rentrer dans le détail, mais je trouve que la comparaison n'est pas du tout on peut s'interroger, parce qu'effectivement, ça participe à une libération de la parole. Il y a depuis 6 mois, depuis 1 an, une volonté très très forte du parti, de l'État parti, de reprendre le contrôle de Weibo. Donc il y a beaucoup de gens qui, à l'heure actuelle, disent que Weibo n'est plus très intéressant parce qu'il est de plus en plus contrôlé, de plus en plus censuré. Yan Chen, vous voulez réagir à ça? Oui, le Weibo avait joué un très grand rôle, et surtout dans les années entre 2010, 2012, c'est vraiment, dans 2011, on a parlé de l'année Weibo, c'est-à-dire que c'est vraiment, là, il a joué, on pensait à cette époque, Weibo va finalement pousser la Chine vers une démocratisation réelle et donc libérer les paroles, donner un espace suffisant pour exprimer les sentiments des uns des autres. Mais aujourd'hui, qu'on voit bien que malgré tout, le Weibo est toujours sous contrôle. Même à cette époque, il est toujours sous contrôle parce que les paroles les plus radicales sont censurées. Des gens qui écrivent des choses un peu plus audacieuses, ils sont parfois supprimés, parfois complètement punis. On ne nous donne plus de droit d'écrire. Donc il y a une certaine liberté, mais quand même sous contrôle. Aujourd'hui, on voit bien, tout à fait d'accord avec François, que les Weibo maintenant, c'est beaucoup plus diminué parce qu'il y avait un moment des gens qui sont sont des leaders d'opinion et chaque fois ils ont des suivis d'un million ou un demi-million, c'est assez facile. Mais alors comment justement ils arrivent à communiquer si justement il y a un contrôle? Vous avez en permanence de nouvelles applications qui vous permettent un peu de contourner la censure. Donc là, à l'heure actuelle, par exemple, c'est par l'innovation. C'est par l'innovation aussi. Donc à l'heure actuelle, le WeChat est extrêmement utilisé justement pour se mobiliser, etc. Et par ailleurs, sur Weibo, vous pouvez continuer malgré tout à vous mobiliser si, à partir du moment où vous n'essayez pas de constituer un groupe, comme les nouveaux citoyens qu'on a vu récemment se faire condamner, on vous laisse poster des posts, des micro-posts et des micro-blogs. Voilà. Alain Dunisot, vous voulez réagir? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce sont des moyens de communication qui se sont développés et qui effectivement s'adaptent et qui permettent d'agir concrètement. Oui, par exemple, le développement de la grève Honda à Foshan en mai 2010, oui. Beaucoup de choses se sont faites effectivement comme ça par SMS, enfin Weibo, etc. Je rappelle que ces grèves donc, dans des usines en fait, du constructeur japonais, voilà, cette grève a forcé à stopper 4 chaînes de production. Vous voulez peut-être réagir, Marie? Oui, je voulais juste dire que cette libéralisation, elle s'est faite progressivement avec souvent une reprise en main du gouvernement. Mais depuis la reprise des réformes en 92, donc après Tiananmen, on a vu quand même des libertés se mettre en place dans l'expression. On s'est mis à dire, par exemple, qu'il y avait beaucoup de sida en Chine. Avant, ça n'existait pas. Donc sur un certain nombre de sujets, on a un peu libéré la parole. Et puis dès que ça dépasse, le gouvernement reprend la main et en tout cas évidemment il n'est pas question de remettre en cause le gouvernement. De quoi ils rêvent ces jeunes, la nouvelle génération? Elle rêve de quoi? Avant de répondre, j'ai rebondi un petit peu sur ces grèves dans les usines Honda, etc. Ouais. Ça met en lumière beaucoup de choses, ces grèves, parce que vous savez, la Chine, c'est toujours un pays communiste, malgré, on dit que c'est le capitalisme, etc. Mais dans l'idéologie officielle, c'est toujours un pays communiste. Et dans l'idéologie communiste, la classe ouvrière, c'est une classe dirigeante. C'est pas une classe qu'on peut exploiter n'importe comment. Et la réalité, du coup, on voit bien
que c'est plus la même chose et que c'est la classe dirigeante jadide, ils sont devenus aujourd'hui un groupe le plus faible de la société. C'est un vrai paradoxe. Oui. C'est un paradoxe. Et justement, pardon, pour aller dans votre direction, on voit bien dans ce documentaire que l'action n'est pas une remise en question du système politique, mais une action extrêmement ciblée sur le droit. Pourquoi ? Je crois que les jeunes en Chine, et pas seulement les jeunes, ont quelques préoccupations essentielles qui ne tiennent pas forcément à de la démocratie, au droit de vote, etc. Je crois que d'abord, la première chose qui choque énormément les Chinois, c'est la corruption et la montée des inégalités. Donc face à ces Chinois extrêmement riches, il y a un mouvement important de réaction de gens qui sont pauvres. Et donc les inégalités, la corruption, l'environnement sont vraiment des préoccupations des Chinois. Et quand on voit que le droit du travail n'était pas du tout appliqué, il y a eu des revendications légitimes, une évolution là encore qui va aussi avec l'évolution de la montée d'une classe moyenne, d'élévation des niveaux de vie, d'une meilleure connaissance de ce qui se passe ailleurs. Mais pas des conditions de travail. Et une demande au départ, les demandes ont été que les heures supplémentaires soient payées, que les vacances soient respectées, qu'on ait un contrat de travail, parce qu'il n'y avait pas de contrat de travail écrit, et parfois même des ouvriers, quand ils étaient malades, ils signaient une lettre disant que l'entreprise n'avait aucune responsabilité, etc. Donc ils ont eu une demande de niveau de salaire, on l'a bien vu avec Honda, etc. Et puis de conditions de travail, de respect d'un certain nombre de règles de droit du travail. Et d'ailleurs, il y a une loi qui a été votée à la fin des années 2000, vers 2009, je crois, pour qu'il y ait un droit du travail écrit. Bon, il a d'abord été imposé aux entreprises étrangères, donc c'est toujours un moyen de faire un peu de la ségrégation, mais enfin, elle existe maintenant. Ouais. Vous vouliez réagir, François? Non, juste, c'est toujours très difficile de répondre à une question aussi vaste que de dire à quoi rêve-t-il en fait. Ça, moi, je pense que dans n'importe quel pays, ça serait un peu compliqué. Mais quand vous connaissez un peu ces différents jeunes qui viennent travailler dans les villes et qui souvent viennent des campagnes, ils rêvent d'abord d'une autre vie, d'avoir un peu plus d'argent, de pouvoir sortir, de pouvoir s'amuser comme tout le monde et d'arrêter de vivre dans un dortoir, par exemple. Et ça, vous le voyez aussi. Et puis par ailleurs, il y a des images, il ne faut pas non plus être naïf, il y a des images qui sont véhiculées par la société en général, des accessions de la richesse, d'avoir une voiture, etc., etc. Et c'est vrai que le modèle qui est plutôt véhiculé à l'heure actuelle en Chine, c'est le modèle de la classe moyenne. C'est voilà, on va pouvoir consommer, on va pouvoir s'offrir ce qu'on veut, on va pouvoir voyager à l'étranger. Beaucoup de Chinois d'un certain âge trouvent que les jeunes ne s'intéressent qu'à la consommation et disent il n'y a plus de vie spirituelle, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir consommer plus. Mais il y a aussi autre chose que j'ai trouvé très intéressant dans le documentaire, quand on voit ce monsieur qui dit que lui voudrait élever ses enfants et s'occuper de ses enfants. Ce qui est relativement nouveau, puisque en Chine, assez traditionnellement, ce sont les grands-parents qui élèvent les enfants. Et là, on voit le souhait de cette génération d'avoir une vie de famille plus moderne, on va dire. Ils sont en rupture. En fait, c'est-à-dire que c'est une génération qui est de transition entre les traditions du passé et la modernité. C'est difficile à dire parce que je ne suis pas sûre qu'on perde les traditions, en tout cas certaines traditions. Mais est-ce que c'est l'influence de l'Occident? Est-ce que c'est une génération qui rêve du modèle occidental? Ils rêvent de consommer. Je ne sais pas s'ils rêvent d'un modèle, mais ils rêvent de consommer et puis d'avoir des loisirs aussi. Je pense que pour parler de rêve, il faut bien distinguer peut-être un peu les rêves permis et les rêves interdits. Il y a des rêves qui est possible pour ces jeunes ouvriers qui pensent il peut rester en ville. Ça, c'est un rêve possible. Mais pour parler de la démocratie, c'est pas un rêve possible. Et quand on sait, il y a des possible. La démocratie. Oui. La démocratie, c'est réprimé. Dès que vous revendiquez la démocratie, autre chose, ça c'est pour le gouvernement, c'est une remise en cause du gouvernement. Ah oui. Donc c'est pas possible. Donc, on ne peut pas parler de ça. Quand on n'a pas parlé, ça ne veut pas dire qu'on ne le pense pas. Quand on ne voit pas dans les journaux, y compris dans le Weibo, on ne le voit pas très, très peu, ce genre de choses. C'est parce que c'est supprimé. Chaque fois, on le colle quelque chose. Donc, en apparence, on ne voit pas ce genre d'expression. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on n'y pense pas.
Et c'est pas la même chose. Donc, ça vient aussi, donc on dit la parole est libérée, mais ça dépend aussi, ça vient d'un choix de répression et d'interdiction. Si c'est pas interdit, on peut dire. C'est complètement interdit, on va pas le dire. Si c'est interdit, mais quand même, on peut le dire un peu. Donc, on essaye. C'est ça, on appelle en chinois « trabianqiu », c'est-à-dire essaye de toucher la limite de l'interdiction. Ouais. Mais voilà, c'est un peu tout l'angle. Hein, on voit que c'est un pragmatisme au quotidien. Dès qu'on peut profiter d'une petite ouverture, on prend et on pousse le plus loin possible. Il y a aussi une très très forte capacité du parti à intégrer aussi un certain nombre d'évolutions de la société. Quand on voit par exemple ces ateliers qui sont organisés par des ONG, il faut savoir aussi que ces ONG, la plupart du temps, elles ont trois options. Soit elles ont l'option de l'autonomie, qui est quand même assez restreinte, l'option de la cooptation, c'est souvent leur cas, c'est-à-dire qu'ils sont obligés à un moment donné de travailler avec les autorités locales ou avec les syndicats officiels. Et puis, il y a l'option simple où elles sont totalement contrôlées par le parti. Là, par exemple, on a en ce moment un conflit dans une usine Hitachi dans Guangzhou. C'est une jeune femme qui avait décidé de revendiquer des droits pour ses collègues, etc. Et l'usine, les patrons de l'usine veulent la virer parce que justement, ils se sont mobilisés pour qu'ils puissent avoir des représentants syndicaux. Et ils ont bien vu que ça allait être elle qui allait être élue, donc là ils l'ont licenciée. Il y a toute une mobilisation et ils ont reçu le soutien de la municipalité et des autorités du district. Donc on voit bien aussi ces jeux entre les différentes autorités. C'est très bien montré dans le livre de Han Dongfang, celui qui s'occupe du China Labour Bulletin à Hong Kong. Il y a malgré tout aussi de plus en plus dans certaines provinces le fait que les autorités soutiennent les initiatives des ouvriers. Alain Denisot, vous voulez dire quelque chose? Oui, François Bougon a tout à fait raison. Ce cas montre, le syndicat officiel même de la municipalité et du district ont soutenu les efforts de cette femme, qui était cadre de direction quand même, et qui a été mis dans un placard aux archives, je crois. Enfin, bon, bref. Et simplement pour avoir voulu que les cotisations de sécurité sociale soient versées, et effectivement pour l'élection de délégués syndicaux, enfin des élections syndicales et puis des représentants des travailleurs. Le problème que vous posiez tout à l'heure sur ces jeunes, que veulent-ils, etc., ils veulent, on le voit dans le film d'ailleurs, il y a deux choses. Simplement, ils veulent vivre. Il y a ce truc très émouvant de ce garçon, effectivement, qui est très jeune et qui dit « moi, je veux voir ma fille », pas comme la génération d'avant où on ne voyait pas les enfants. Et cette jeune femme aussi qui sort d'une séance de formation et qui dit « moi, je veux défendre mes droits ». Donc les droits, c'est ce que disait madame tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, ce sont des contrats de travail, c'est être payé normalement, avoir des augmentations de salaire normales en fonction de l'inflation. Voilà, le PIB grimpe, mais si vous voulez, les salaires, ils grimpent quand même moins vite que le PIB. Donc ça n'est pas normal. Et pour ça, il leur faut des représentants. Donc la question de la démocratie, à mon avis, c'est de trouver posée d'une certaine façon avec ces ouvriers de chez Honda qui ont eu leurs propres délégués. C'est-à-dire qu'ils ont pris leurs affaires en main. Y compris, ils sont obligés de s'affronter avec des nervis du syndicat officiel. Donc là, ça a été quelque chose de chimiquement pur. Il fallait choisir ses propres représentants pour défendre ses droits. Voilà, ses droits et ses revendications. Oui, je suis d'accord avec le fait que le gouvernement sait s'adapter et évoluer en fonction de ces différents mouvements. Mais en regardant le film, je me disais quand même, que se passerait-il si c'était des étudiants qui manifestaient ? Et je pense que là, ce serait beaucoup plus réprimé par le gouvernement parce que les demandes sont beaucoup plus larges et beaucoup plus politiques que les demandes des ouvriers qui sont certes politiques mais qui sont quand même assez ciblées sur le respect de leurs droits. Et non pas sur une remise en cause plus générale. Alors, ce qui a aussi accéléré le changement en Chine et en Asie, c'est évidemment les effets de la crise économique mondiale. On réécoute ce patron chinois qui a délocalisé ses usines au Cambodge. Les clients européens sont contents qu'on soit ici parce qu'il n'y a aucune taxe sur les exportations depuis le Cambodge vers l'Europe. Alors que depuis la Chine, il y a 12% de taxes à payer. Donc évidemment, les profits sont meilleurs en étant ici. Avec la crise économique de 2007, les prix des produits n'ont pas arrêté de baisser. On ne pouvait pas bien vendre nos produits à cause de la mauvaise situation économique en Europe. Les prix étaient trop bas. Et comme les coûts de production ont augmenté en Chine, on ne pouvait pas rester là-bas.
On a donc été obligé de venir ici. Alors, ce documentaire montre très bien que la Chine aujourd'hui délocalise ses usines, en particulier dans le secteur textile. Pourquoi le textile ? Le textile est un secteur qui demande beaucoup de main-d'œuvre, en tout cas celui que fabrique la Chine. On peut avoir du textile haut de gamme, mais la Chine fabrique du textile bas de gamme, très bon marché, qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, l'augmentation des coûts salariaux en Chine lui coûte très cher et elle est obligée de délocaliser. Ça n'est quand même qu'un aspect de ces délocalisations, parce qu'elle délocalise en Europe aussi, donc il y a d'autres raisons. Mais là, c'est une évolution, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, une évolution assez logique d'augmentation des coûts salariaux. D'ailleurs, il y a une baisse du travail en Chine. On va, comme dans les autres pays, investir et s'orienter vers plus de capital. Mais donc, le travail est un peu cher. Donc, les industries qui demandent beaucoup de travail, on va les délocaliser dans des pays qui sont encore moins chers. Donc, le textile, comme on a vu, c'est aussi le cas de la chaussure, par exemple, où la Chine a délocalisé en Éthiopie, pour les mêmes raisons. Vous vouliez réagir, François? Non, mais moi je voulais réagir juste sur le... Parce qu'en fait, quand on voit ces patrons, ils pourraient être français, ils pourraient être... Enfin, un patron reste un patron d'une certaine manière. Ce qu'il essaye de faire, c'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix d'une certaine manière. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je trouve qu'il y a quand même une certaine hypocrisie occidentale. C'est-à-dire que c'est facile de dire les Chinois, mais ces entreprises, quand ils vous parlent de sous-traitance, etc., pourquoi ils sont obligés de jouer sur les prix et tout? C'est parce que vous avez des grandes entreprises, je ne vais pas donner des marques ici, mais tout le monde les connaît. C'est les marques que nous on achète, nos enfants les utilisent, nos smartphones, etc. Donc voilà, moi quand j'entends ça, je suis toujours un petit peu énervé par l'hypocrisie occidentale. Alain Désir ? Tout à fait. François Bougon a absolument raison. Je sais pas, le prix d'un iPhone, le coût manufacturier d'un iPhone, je crois que c'est 2%, c'est à peine 2%. C'est eux qui imposent les prix quand même. Foxconn est un exploiteur, ça c'est certain. Enfin, il le fait dans les limites que lui donne Apple aussi. Donc c'est un peu la même chose pour le textile. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, pardon. Vous aviez, ce qui était intéressant, c'était il y a quelques années une journaliste britannique, je crois, qui était basée à Hong Kong. Elle a mené une enquête pendant 2 ans sur tout ce qui était charte éthique. Vous savez, à un moment donné, dans les grandes entreprises, les grandes multinationales, on s'est dit, tiens, il faut faire des chartes éthiques parce qu'il y a la pression des opinions publiques. Et en fait, elle avait découvert que les Chinois, en tout cas les patrons chinois qui dépendent donc de ces multinationales, c'était tout à fait adapté. C'est-à-dire qu'ils construisaient des usines Potemkin, des usines modèles, où quand on faisait visiter aux représentants qui étaient chargés de rédiger cette charte éthique et de voir si elle était vraiment appliquée dans les usines, alors tout était bien, etc. Sauf que 100 ou 150 mètres derrière, il y avait une usine où alors là, vraiment, les conditions n'étaient pas du tout respectées, sauf qu'on ne leur faisait pas visiter. Et les patrons qui étaient interrogés par cette femme disaient, mais nous, on ne peut pas faire autrement. Ils font une telle pression sur les prix que si on devait respecter l'éthique, les salaires, etc., on ne pourrait pas vivre. Et de toute façon, il y aurait un concurrent chinois, un de nos collègues qui ferait autre chose et qui, lui, gagnerait sa vie. Enfin, effectivement, c'est parce que les consommateurs achètent, d'une part, et d'autre part, parce que les grands groupes occidentaux mettent la pression sur les prix pour avoir les prix les plus bas possibles. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que ça n'a qu'un temps, mais il y a aussi une évolution dans la consommation, et la plupart des pays, petit à petit, fabriquent des biens qui sont quand même de meilleure qualité, et petit à petit, les Chinois vont aussi acheter des biens de meilleure qualité qu'ils vont fabriquer eux-mêmes. Et donc, dans les relations que la Chine va avoir avec le reste du monde, avec les pays développés notamment, il y a aussi son souci justement de monter en gamme. Alors c'est l'autre face de la délocalisation. Sur certains secteurs, elle va délocaliser et sur d'autres secteurs, elle va essayer de monter en gamme. On y reviendra. Est-ce que la Chine aujourd'hui, est-ce que la croissance de la Chine aujourd'hui est en danger? Est-ce qu'il y a un net ralentissement? Écoutez, moi je ne suis pas visionnaire, mais je ne crois pas que la croissance de la Chine soit en danger. C'est normal qu'il y ait un ralentissement. Dans tous les pays pauvres, il existe ce qu'on appelle un phénomène de rattrapage, qui fait qu'au début, ils ont des taux de croissance très rapides, parce qu'ils étaient dans une très grande pauvreté, et avec une nécessité de réallouer les facteurs de production, comme disent les économistes, de façon plus efficace, parce qu'il y avait énormément de gaspillage. On a bien vu en Chine, il y avait plus de 90% de la population qui était dans l'agriculture, qui n'était pas efficace du tout. Donc, dans un premier temps, on réorganise l'économie, donc on a un très fort taux de croissance. Après, il est logique que ce taux de croissance y ralentisse. Mais c'est une pression pour le parti? C'est une pression parce que la légitimité du parti ne tient pas à des élections. Elle tient à la croissance économique et elle tient à l'amélioration du niveau de vie de la population. Donc s'il y a trop de chômage, il est mis en danger. Yan Zhen, vous voulez réagir?
Oui, je suis tout à fait d'accord. L'économie, c'est la base de légitimité aujourd'hui du parti. Donc, c'est extrêmement important. Mais en même temps, il y a une revendication aujourd'hui sociale de plus en plus pressante. Et aussi, pas seulement sur l'économie, parce qu'aujourd'hui, l'économie, ça marche, ça continue à marcher. Mais la redistribution est en cause, puisque pourquoi il y a tellement une telle inégalité sur des gens qui sont au départ, qui sont de la même classe, si on peut dire la classe. Donc il y a des patrons, il y a des ouvriers, il y a les démunis qui sont des urbains, des paysans, mais aussi vous avez les puissants, ce sont les bureaucrates, les fonctionnaires locaux qui sont très riches, mais en même temps, ils ne devaient pas être aussi riches que ça. Donc, la corruption, et du coup, on voit pourquoi le gouvernement, le parti, essaye d'aller en avant, surtout dans ce secteur-là, pour aller contre la corruption. Mais maintenant, il faut poser aussi la question, quelle campagne anti-corruption est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est juste ou pas? Et si c'est juste, il faut aussi faire participer les citoyens, etc. Or, les citoyens qui réclament justement une campagne anti-corruption, ils sont arrêtés. Donc, il y a quand même un paradoxe tout à fait. On a quand même vu un avocat qui prenait, qui soutenait des gens qui luttaient contre la corruption être emprisonnés pour cette même raison. C'est quand même assez paradoxal pour un gouvernement qui veut lutter contre la corruption. Est-ce que justement, Yan Chen, qu'est-ce que vous pensez? À un moment, on entend un patron qui dit c'est formidable, quand on arrive au Bangladesh ou au Cambodge, on leur donne 2 euros et puis ils sont très heureux, etc. Il y a une forme de cynisme qui est directement arrivé de l'Occident, parce qu'en fait, il y a une répercussion de ce que l'Occident a fait en Asie, et encore une fois, qui est très paradoxal avec l'esprit du communisme. Je ne pense pas que les Chinois ont besoin d'Occident pour apprendre ça. Hein. Ah ouais, non mais c'est vrai que voilà, on disait tout à l'heure qu'il y a une certaine hypocrisie. Voilà, les usines, on consomme des produits fabriqués en Chine. La Chine aujourd'hui est en difficulté, elle est obligée de délocaliser à son tour. Mais néanmoins, est-ce que vous, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ces phénomènes-là? Vous savez, quand j'avais parlé d'idéologie et le contraire, j'avais pas fini dans mon raisonnement, c'est que puisqu'il y a l'idéologie officielle qui est quand même le communisme, et il y a les ouvriers qui demandent l'égalité, qui demandent la justice, c'est quand même correspond tout à fait à l'idéologie officielle. Et donc le gouvernement a du mal, en quelque sorte, sur le plan idéologique, de réprimer complètement le mouvement ouvrier, les revendications. Et aussi sur l'autre plan, c'est-à-dire s'il s'agit des investissements étrangers, par exemple, Honda, c'est les Japonais. Donc là, il y a un autre filtre qui est important, c'est le nationalisme. Un ouvrier chinois s'élève contre le propre patron chinois, c'est un problème, mais c'est à l'intérieur interne, c'est pas très grave. Mais des ouvriers se soulèvent contre un patron japonais, là, c'est quand même quelque chose, c'est difficile pour le gouvernement de soutenir le patron japonais contre sa propre population. C'est pour ça que quand il s'agit des joint ventures mixtes et des conditions qui sont évidemment très dures pour les ouvriers, mais qui ne sont pas plus dures que dans les usines chinoises. Dans les usines chinoises, quelquefois, c'est bien pire. Mais on ne le sait pas, on ne cherchait pas à savoir, et donc personne ne le sait. Les ouvriers ici, s'ils veulent faire quelque chose, s'ils soulèvent, ils sont réprimés, beaucoup plus dur que dans les endroits où les informations circulent mieux, justement, parce qu'il y a des Occidentaux, parce qu'il y a des Japonais, parce qu'il y a des Hongkongais et des Taïwanais. C'est comme ça se passe. Donc là, quand vous parlez du patron chinois qui est au Cambodge, moi j'ai entendu mon ami Qing Hui, c'est un très grand historien. Lui, il est allé à Cambodge, il a rencontré les patrons chinois à Cambodge et les patrons chinois. Donc au début, ils
donc, ils ont recruté pas mal de Cambodgiens. En fait, après, ils trouvent qu'ils ne travaillent pas assez, ils sont pas assez dociles que les Chinois. Donc, ils vont venir, les Chinois, ils travaillent les Chinois, je ne sais pas, 12 heures par jour. Ils sont dans les mines, hein, ils ne sortent pas pendant la journée. Donc, c'est bien plus facile que... Mais ce qui montre aussi... allez-y. Oui, simplement, je voulais signaler qu'il y a eu des manifestations à Hong Kong de la Confédération syndicale indépendante en soutien des travailleurs cambodgiens du textile sur lesquels les manifestations, la police a tiré faisant 4 morts et il y a aujourd'hui une vingtaine de délégués ouvriers emprisonnés. Donc, 200 usines avec leurs délégués vont se réunir avec le syndicat pour savoir s'ils vont décider la grève ou non. Mais ça s'est fait aussi au Bangladesh. C'est-à-dire qu'il y a une véritable solidarité sur la question de bataille des coûts du travail. Et voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'ils réclament au Cambodge, je crois que c'est $160, ce qui équivaut à 900 yuan, c'est ça à peu près. Et 900 yuan, on est loin des 1600 yuan de Shenzhen, par exemple, qui est le salaire minimum. Alors justement, ce qu'on voit, c'est qu'au Cambodge, les ouvriers ne se laissent pas faire et on réagit tout de suite. J'aimerais, Marie-Françoise Renard, que vous reveniez sur la théorie des oies sauvages. C'est quelque chose qu'on apprend dans ce documentaire qui est intéressant, qui vient d'ailleurs du Japon. Oui, oui, c'est une image pour illustrer le développement industriel d'un certain nombre de pays en Asie. Au départ, le Japon. C'est-à-dire le Japon commence à produire des biens qui incluent peu de technologie, qui sont des biens de plutôt faible qualité. On se souvient des montres, des réveils japonais qui étaient de mauvaise qualité. Donc il exporte des biens de mauvaise qualité. Puis petit à petit, il monte en gamme et c'est un autre pays qui va exporter des biens de moins bonne qualité. Comme ce qu'on voit se passer actuellement en Asie, on l'a vu avec le Japon. Il a été la première de ces oies sauvages et puis les suivantes ont été Singapour, la Corée du Sud, Taïwan, etc. Et puis ce mouvement s'est fait comme ça avec tous les pays d'Asie qui ont des modes de développement qui sont finalement assez proches, avec un démarrage qui se fait avec une main-d'œuvre peu qualifiée, très mal payée et des produits de mauvaise qualité. Et puis petit à petit, on augmente les salaires et on produit des biens de meilleure qualité. Alors, ce qui veut dire que si aujourd'hui, dans ce système de délocalisation, si les ouvriers cambodgiens se révoltent, si au Bangladesh c'est la même chose, c'est-à-dire que le système atteint quand même ses limites. Oui. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est-à-dire que ça veut dire que la fin va être sans doute plus proche. Alors, il y a plusieurs possibilités, parce que quand on augmente les salaires, on peut augmenter les prix, on peut diminuer les profits aussi. Donc, les patrons vont faire un arbitrage entre les possibilités d'augmentation des prix en ayant toujours des marchés, parce que même si les prix des produits, les meilleurs marchés textiles, etc. augmentent, ils sont encore nettement moins chers que des produits fabriqués en Europe de l'Est, etc. C'est pas le même style de produit, et de ce point de vue-là, la division du travail a vraiment été faite. Les industries textiles se sont restructurées, etc. Donc même si les prix augmentent un petit peu, ils vont pas forcément perdre beaucoup de parts de marché. Et puis ils peuvent aussi être conduits à avoir des profits un peu moins importants, mais certains ont des profits très importants. Juste sur la Chine, je pense que parce qu'on parle beaucoup de délocalisation d'usines chinoises vers le Cambodge, etc. Ça concerne peut-être quelques secteurs, mais c'est quand même encore marginal. Il ne faut pas oublier que la Chine a aussi un espace très très pauvre, qui est l'Ouest chinois, le centre-Ouest, etc. Et qui a énormément d'efforts faits par le gouvernement et les gouvernements locaux pour attirer tous ces secteurs, toutes ces usines qui étaient en bas de gamme, etc., donc qui se déplacent plus vers l'intérieur, et celles qui se trouvaient sur la côte, maintenant, montent plutôt en gamme, comme le disait Madame Renard. Absolument. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là en Chine, où on a encore une capacité à intégrer des usines, où on continue à exploiter des ouvriers dans le centre et dans l'ouest de la Chine. Mais quelle est la position en fait, du parti par rapport à ça? C'est maintenir avant tout une stabilité politique. Quand le parti concède les augmentations de salaire, c'est justement parce qu'il sait que... Déjà, il faudrait, alors je me tourne vers Chan Yen parce que je n'ose pas dire, je pense pas qu'on puisse parler d'un parti. C'est-à-dire que vous avez sûrement différentes, moi j'aime pas trop les termes de faction, mais différents courants au sein du parti, et ils n'ont pas tous
tous forcément la même vision. La vision qui est à l'heure actuelle celle de Xi Jinping, c'est un peu hérité de la... Enfin, il parle du rêve chinois, en fait, hein, qui est un peu la copie du rêve américain. C'est juste de poursuivre l'idéal de Wen Jiabao et de Hu Jintao, qui est en fait de mettre fin aux inégalités, de lutter contre les inégalités, et puis aussi de monter en gamme, c'est-à-dire de développer le marché intérieur. Ils savent très bien que de toute façon, le système sur lequel ils ont vécu pendant 30 ans est à bout de souffle. En termes d'environnement, en termes de main-d'œuvre, Ils en etc. ont conscience. Mais bien sûr qu'ils ils en sont conscients. Après, c'est facile de poser les faits, le constat. C'est beaucoup plus difficile de faire évoluer la situation. Parce qu'il y a un point quand même qui est important, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, notamment l'utilisation du marché intérieur, mais il y a un point qui est important aussi, c'est que si les salaires augmentent, ça veut dire que la demande augmente. Or, les exportations chinoises ont quand même été très pénalisées par la crise en Europe et aux États-Unis, donc ils se tournent vers leur marché intérieur. Mais pour qu'il y ait un marché intérieur, il faut qu'il y ait une demande intérieure. Mais il y a du... Oui. Et juste sur ce qu'on parle de l'évolution partie, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des groupes, ce qu'on appelle les groupes d'intérêt. Il y a des gens qui n'ont aucune envie que la situation évolue. Ils contrôlent l'économie, ils en bénéficient. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Vous rencontrez beaucoup de gens, notamment des jeunes au sein du parti, qui ont envie que la situation évolue, qui ont envie que les gens prennent plus de responsabilités, etc., plus d'autonomie, plus de liberté. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des groupes d'intérêt, notamment dans le domaine économique. Il y a des grandes entreprises, des monopoles. Comment vous vous attaquez? Et puis en plus, c'est quand même c'est votre soutien. Donc c'est un peu compliqué de réformer le parti alors qu'il vous soutient quand même. Yan Chen. Je pense que la Chine aujourd'hui, c'est difficile à comprendre. Certes. Vous voyez que l'équipe de Xi Jinping qui fait... moi, je pense que c'est un grand écart. Il veut donc renforcer le parti par le pied d'aller en force contre la corruption, puisqu'il pense qu'il y a un problème dans le parti, c'est la corruption, et que le parti ne pourrait plus gouverner normalement. Donc il perd son autorité par rapport à la société, d'un côté. Mais de l'autre, il pense que ces modèles économiques depuis 30 ans, ça ne marche plus très bien. Donc il faut avantage de réforme, c'est-à-dire d'ouverture, de libéralisme, seulement sur le plan économique et pas du tout sur le plan politique. Et du coup, il y a des problèmes qui se posent, bien sûr aussi sur le plan économique, ça peut se régler sur le plan économique. Et maintenant, la plupart des problèmes, la plupart d'observateurs ont la consensus, y compris les Chinois, c'est des problèmes aujourd'hui, ces problèmes aujourd'hui doivent être réglés sur le plan politique et pas sur le plan économique. Donc on essaye d'ouvrir davantage le marché et justement parce que certains problèmes a été produit et des résultats de l'ouverture de marché sans régulation. Donc là, c'est une grande contradiction. Et aujourd'hui, justement, à la fois qu'on censure les intellectuels, la presse, et on frappe les fonctionnaires, et donc on ne sait pas qui est le vrai soutien du parti, donc on ne sait plus très bien, justement. Donc on va voir, parce que là, à la fois, on voit bien que la Chine reste stable comme le parti souhaite, mais en même temps, il n'y a plus de confiance dans la société par rapport à cette politique. On voit très bien à travers multiples signes et des phénomènes, et surtout les entrepreneurs privés, les entrepreneurs étatiques encore plus, ils sont en train de fuir la Chine en masse aujourd'hui. Ils sont tous demandés des visas s'ils en avaient déjà de sortie. François Bougon, un mot et puis on va conclure. Oui, pour revenir sur le documentaire, à un moment on voit ces ateliers où les ouvriers on leur apprend à défendre leurs droits, etc. Et l'une des critiques souvent qu'on entend par rapport à ces ateliers, c'est que ça renforce encore plus la légitimité du parti parce qu'on leur apprend à se défendre, à défendre leurs droits, mais dans le cadre qui est imposé par l'État parti. Vous vouliez dire un mot? Pardon. Oui. Dites-moi. Non, oui, l'histoire de la corruption et l'histoire de la démocratie, par exemple, ça me fait penser à 1989, où il y a eu à un moment donné, c'était aux obsèques de Liu Yaobang, et
il y avait ces 200 000 personnes rassemblées sur la place et qui s'adressaient aux dirigeants en disant « tremblez, corrompus ». Enfin, c'était quelque chose de terrible. Et je me souviens d'un éditorial du New York Times qui racontait « c'est le pire cauchemar que pouvaient connaître les autorités, ça y est, c'est cette manifestation du 18 mai où des millions, 1 million sont descendus dans les rues de Pékin avec la participation organisée de la classe ouvrière à ce qui n'était au début qu'une manifestation d'étudiants. Alors là, oui, la stabilité politique, elle tient aussi à ça, je pense. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une crainte de la classe ouvrière chinoise, alors que, comme dit Shen Yan, normalement, ça devrait être le parti, celui qui devrait défendre la classe ouvrière. Voilà. En fait, le gouvernement, il a à faire à nouveau une vague importante de réformes économiques, mais aussi de trouver sur quelle base faire du clientélisme pour asseoir sa base politique. Parce que les croyances ont beaucoup changé, on ne peut plus avoir le discours qu'avait Mao, etc. Et tous les gouvernements font du clientélisme, et le gouvernement chinois aussi. Donc il faut qu'ils réussissent, je suis d'accord, il y a des courants, enfin des courants différents, donc il faut réussir à négocier. Alors nous observerons ces évolutions. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. La semaine prochaine, Benoît Duquesne et ses invités débattront de la PAC. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. Nous parlerons sur ce plateau du féminisme. À très vite sur Public Sénat. Demain, dès 8h30, retrouvez en direct Perrine Tarnot qui dévoilera les coulisses